Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette 4e édition du Cercle Cubique. 4e édition et pas loin, puisque vous le savez sans doute, le Cercle Cubique, c'est un événement organisé en partenariat avec le Naya Museum. Et cette année, nous fêtons les 10 ans du Naya Museum. Donc à cette occasion, on vous a prévu une programmation assez exceptionnelle avec un marché des créateurs. Vous allez pouvoir aller à la rencontre de créatrices et de créateurs très, très talentueuses et talentueux. Il y a aussi des artistes en live dans le château, n'hésitez pas à aller les voir, ils créent sous vos yeux. Il y a une petite exposition, il y aura ce soir un spectacle également, et puis des conférences. Et donc, pour cette toute première conférence du week-end, nous avons la chance d'avoir avec nous Paco Moussiellement, qui n'a pas pu être présent malheureusement, puisqu'il est un peu malade, mais voilà, il est quand même avec nous en visio. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir quand même avec nous, Paco. J'aurais préféré être directement avec vous, mais j'ai attrapé froid comme un idiot avant-hier, et même si là ça va mieux aujourd'hui et je crois que j'ai toute ma tête, j'aurais sans doute pas pu le faire correctement après le train. Le train aurait été difficile dans mon état actuel. Donc, je vous présente mes excuses pour devoir vous contenter d'un simulacre, d'une image qui bouge. Ça sera très bien, on va s'en contenter, c'est parfait. Merci beaucoup déjà de faire cet effort-là pour nous. Je vais vous présenter très rapidement. Donc, Paco, vous êtes écrivain et essayiste. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Vous développez une pensée singulière, vraiment la vôtre, nourrie à la fois par Philippe Cadic, par la glose, par la musique de Zappa, ou encore David Lynch, entre autres. Vous êtes aussi vidéaste, notamment pour le média en ligne Blast. Vous y avez animé Infernet, c'est terminé aujourd'hui Infernet, il me semble, mais vous animez toujours d'autres émissions que sur la fin du film, Deep Web Fantasia, et également L'Empire n'a jamais pris fin, qui est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, dans l'Empire n'a jamais pris fin, vous faites l'exégèse de l'histoire de France en démontrant assez méthodiquement le roman national. Ma première question va être la suivante. Quelle est la place de ce projet dans votre parcours, aussi bien intellectuel que créatif, et en fait, comment vous est venue l'envie, on va dire, de vous attaquer à un sujet aussi colossal? Oui, si vous m'aviez dit il y a 10 ans que j'animerais une émission sur Internet qui ferait une sorte d'histoire de France parallèle, etc., je vous aurais dit c'est une drôle d'idée. Vraiment. Effectivement, ouais. C'est amusant, mais c'est une drôle d'idée. C'est venu progressivement comme affaire. Alors, quelle place ça a par rapport au reste? C'est difficile de parler de soi et d'inscrire ce qu'on fait dans la continuité, de dire ça, cette place, ça, cette place-là. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des éléments avant-coureurs de l'Empire n'a jamais pris fin dans mes 3 ou 4 livres précédents. Progressivement, je me suis intéressé de plus en plus à des événements historiques qui soient liés à la fois à des événements poétiques ou à des visions, que ça vienne mais c'est souvent en lien, en fait, c'est le lien entre l'histoire et l'histoire politique des hommes, la spiritualité et l'art. Et c'est l'articulation de l'ensemble qui m'a de plus en plus intéressé. Et alors, je pourrais dire, à partir du moment où j'ai écrit un livre sur ceux qu'on a appelés les gnostiques, que j'ai décidé de les renommer les 100 rois à la suite des interventions de Jésus dans les textes de Nag Hammadi où il les appelle Abazodeus Genea, c'était déjà un peu les signes avant-coureurs d'autres choses. Parce qu'avant, je m'intéressais surtout à la culture populaire, surtout à la musique pop, aux séries télévisées, aux films. Et même si, la façon dont je les lisais, j'intégrais des éléments
qui venaient à la fois, enfin, en tout cas, je regardais leur dimension métaphysique ou mystique, ou je regardais leur dimension politique aussi, et des fois et sociale. Avant tout, c'était l'objet artistique lui-même qui était ma source première d'interrogation. Et le reste tournait autour de ça. Et à partir du moment où j'ai écrit La Victoire des 100 rois, c'était en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Donc il y a presque 10 ans, en fait, quelque chose a basculé. Ça n'a pas basculé, comment dire, immédiatement, mais on va dire ça a pris la tangente. Et il y a quelques années, dans des livres comme L'Enquête infinie ou dans Paris des profondeurs, je commençais à amener beaucoup plus d'éléments qu'on pourrait dire être des relectures de séquences historiques. Il y a des séquences historiques qui m'ont de plus en plus intrigué, que j'ai voulu interroger ou que j'ai voulu faire résonner. La guerre civile entre les Bourguignons et les Armagnacs, parce qu'elle apparaissait dans un texte de Nerval d'abord, puis aussi parce que je voyais que celle-ci avait des répercussions intéressantes, intrigantes. Et donc, lorsqu'il y a quelques années, Denis Robert et Soumaya Benaïssa m'ont proposé de rejoindre l'équipe de Blast. C'est le moment où Denis Robert avait été éjecté du média, je crois, et qu'il a créé cette nouvelle... Je n'étais pas au tout début. Je suis arrivé 6 mois après. Je n'étais pas au tout début de Blast, mais Blast venait de s'installer, plus ou moins, et Denis Robert, puis Soumaya Benaïssa me contactent, me disent « T'as pas envie de faire une chronique chez nous? Est-ce que tu aurais une idée, etc. » Et moi, je me sentais pas de faire une chronique de plus de commentaires de l'actualité. Ils en avaient déjà plusieurs. Et des gens qui sont très bien et beaucoup plus, comment dire, c'est leur truc, quoi. Moi, je sais pas comment j'aurais fait. Peut-être que, pourquoi pas, mais en tout cas, ça me disait rien. Et dans un premier temps, j'avais trouvé ce truc d'infernet, c'est-à-dire de partir de faits divers liés au numérique et de les interpréter. Et ça m'a intéressé pendant un certain temps. En même temps, ça avait ses limites qui étaient souvent, c'était des événements récents, donc je pouvais vraiment me bourrer sur la suite des événements. Pour au moins un d'entre eux, ça a été largement le cas. C'était le cas du type qui mange, du mec qui fait des mukbangs, du Kokado Avocado. Enfin, c'est pas que c'était faux d'en parler sur la question de vouloir capter l'attention, parce qu'il veut toujours capter l'attention des gens. Mais disons que il avait une maîtrise supérieure de ça que je ne pensais sur le moment. Pour d'autres, ce qui me posait problème, c'est qu'ils étaient morts depuis peu de temps, et donc il y avait une nécessité quand même malgré tout de respect vis-à-vis des morts, qui n'est pas un respect artificiel. Hein. C'est-à-dire vraiment, de ma part, ça me semblait dérangeant d'avoir trop de prise interprétative sur des morts. Genre, laisse-les d'abord tranquillement partir avant de commencer à vouloir faire de l'exégèse, quoi. Donc, pour toutes ces raisons, ça m'avait forcé à garder une sorte de distance beaucoup plus grande, et donc inventer même une manière d'en parler straight face, vraiment avec beaucoup de recul, et un peu, contrarier mes élans naturels. Moi, c'était très intéressant, ça m'a passionné de faire ça, mais entre ça et la dimension, me retrouver avec le risque de capitaliser sur la mort de pauvres gens, qui est quelque chose qui m'aurait semblé vraiment dégueulasse. Donc, c'était évident, et dès le départ, je l'avais dit à Mathias, ce sera une série limitée, comme on dit, une série limitée. C'est-à-dire, il y aura, je ne savais pas s'il y aurait 12 épisodes, 13 épisodes ou 11 épisodes, il y en aura un peu plus d'une dizaine, pas plus. 1 an, en gros, 1 an d'Infernet. Et on fait ça pendant 1 an. Et avec plein de contraintes spécifiques. Pour moi en tout cas, fallait qu'à chaque fois, ça corresponde à un réseau social différent, si possible. En tout cas, à des
problématiques différentes, etc., qu'il n'y ait pas de redites, qu'il n'y ait pas d'épisodes qui se ressemblent. Et derrière, Mathias me demandait, mais qu'est-ce qu'on va faire derrière? Je ne savais pas ce qu'on allait faire, mais je lui avais dit, en fait, ça va être encore plus difficile à faire, ce qu'on va faire derrière. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais il faut que ça soit vraiment... j'avais envie d'un truc qui soit un peu trop gros pour moi, quoi. Okay. Et donc, en fait... entre l'intérêt que j'avais pour les questions historiques depuis plusieurs années, la lecture pendant l'année où je faisais un Fernet de textes de la Rome antique, et je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'était quelque chose que je n'avais pas lu avant, donc j'ai commencé à lire du Tacite, du Suétone, du Salluste, ça m'intéressait. Je commençais vraiment à lire les histoires de ces crapules d'empereurs romains et tout ça. Et j'ai commencé vraiment à les détester. Et le pire, ça a été quand j'ai lu La guerre des Gaules de César, parce que j'avais lu partout, c'est vraiment un livre important. Très bien. Et en fait, c'est dire à quel point les choses vous arrivent bizarrement. Quoi, ça a été le déclencheur. J'ai lu La guerre des Gaules de César et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui commence là. Je dois commencer quelque chose là. Et c'est là que ça m'est venu, je me suis dit, voilà, tant d'années à aimer Alain Decaux, Henri Guillemin, les émissions, de regarder des espèces de petites émissions d'histoire, de s'intéresser de plus en plus à l'histoire, de trouver ce truc-là, d'avoir cette phrase de Dick, l'Empire n'a jamais pris fin, qui s'y prête particulièrement bien, et de vouloir beaucoup plus convoquer Simone Veil que d'habitude, et voilà, ça donne quelque chose, quoi. Et je savais dès le départ que ça allait me prendre beaucoup. Donc ça a bouffé presque tout mon temps depuis 2 ans et quelques maintenant. Et pour encore 1 an, c'est plus la même vie. C'est plus du tout la même vie. Mais pas tant mieux. Oui, bien sûr. Si demain il y avait les confinements de nouveau, je m'en rendrais même pas compte. Oui, c'est un travail assez titanesque que vous faites pour cette exégèse. D'ailleurs, vous le répétez à chaque épisode, vous n'êtes pas historien, vous êtes exégète. Non, pas du tout, oui. Toujours pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle en tant qu'exégète, finalement, dans la construction des épisodes et plus généralement, comment vous construisez un épisode et de qui vous vous entourez pour construire ces épisodes, puisqu'on imagine que même si vous travaillez énormément, vous n'êtes pas tout seul pour... tout seul, non. J'y vais, je réponds, je vous ai pas trop, j'ai l'impression de vous avoir coupé la parole. Non, pas du tout, j'avais fini ma question, allez-y. Ok, alors voilà, donc chaque épisode, je le répète, à chaque fois, je ne suis pas historien, je suis exégète. Cette précaution, elle me semblait absolument indispensable pour donner le cadre. C'est pour ça qu'elle est répétée à chaque fois, parce que il est bien évident que les gens peuvent démarrer avec le dernier épisode qui vient d'être diffusé. Et s'ils n'ont pas cette précision dès le départ, ils peuvent se dire... le risque, c'est que les gens se disent, surtout des jeunes... J'ai un examen la semaine prochaine sur la Révolution française. J'ai répété ce que dit le monsieur. Et alors, comme ils vont avoir une mauvaise note s'ils répètent ça. Parce que c'est pas que c'est faux. Je veux absolument que ça soit factuellement vrai. Mais c'est très, les interprétations sont très personnelles et elles ne sont pas nuancées. Elles sont brutales. Elles sont passionnelles. Elles sont pleines de mon ressenti personnel sur les choses. Et je n'ai pas du tout envie de les cacher. Et je trouve plus intéressantes, pour mon compte, d'aller les explorer plutôt que de m'en tenir à une sorte de réserve de principe, une pseudo-objectivité qui me semblerait non seulement fallacieuse, mais en plus répétitive. L'idée, c'est, si vous voulez un programme d'histoire, vous en avez plein YouTube. Là, c'est une autre aventure. C'est une autre aventure. Alors pourquoi exégète, c'est le terme que j'ai pris dès le départ quand j'ai commencé à écrire. J'ai toujours dit que je faisais de l'exégèse. C'est à la fois ridiculement pédant, inutilement pédant, drôle pour moi, et pas totalement faux. Dans le sens où mes premiers livres étaient sur les Beatles et Zappa, et je tenais bien à dire que je faisais pas de la critique de rock.
Parce que la critique de rock, elle a des dimensions qui sont spécifiques. Et en particulier, il y a une dimension qui est importante, qui est une dimension prescriptive. La critique d'art, dans toutes ses formes, a une dimension qui est celle de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Moi, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème du tout. Je suis pas un juge. Je cherche pas. Encore une fois, je cherche pas que les gens se fassent pareil. Donc, en gros, il est de comment dire. Il n'est pas caché que je suis un obsédé de Frank Zappa. Parmi mes meilleurs amis, il y a des gens qui détestent Frank Zappa. Je ne vais pas essayer de les convaincre. Alors le lecteur, c'est pareil. Et si c'est un spectateur de Blas, c'est pareil. S'il a envie de faire l'aventure avec moi, il l'a fait avec moi. Moi, je lui demande rien, quoi. Et je lui demande pas une fois que c'est fini de m'imiter. C'est pas ça. Donc en gros, l'idée, c'était, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation. C'est de voir comment on peut le lire. C'est des aventures de lecture. Donc, mais je m'en suis rendu compte en écrivant mon premier essai. J'avais 25 ans, donc c'était il y a 25 ans. C'était le livre pour les éditions MF Poppermost, qui était sur le mythe de la mort de Paul McCartney. Dedans, j'ai commencé à prendre les chansons des Beatles et à essayer de les interpréter comme on interprète les poèmes, comme j'avais vu qu'on interprétait les poèmes, par exemple. Ça m'intéressait d'interpréter une chanson comme ça, sauf qu'il y avait d'autres éléments, il y avait des éléments de musique. Fallait interpréter dans Strawberry Fields le montage au milieu de la chanson entre deux pistes différentes, avec des instrumentations différentes et des clés différentes sur lesquelles c'était joué, l'une un peu accélérée, l'autre un peu ralentie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment ça peut après nous porter vers l'exploration des mondes parallèles, et pourquoi c'est cette chanson qui a déclenché chez Dick la voix divine. Pour moi, tout ça, à ce moment-là, ça se met en résonance. Je dis beaucoup de choses à la fois, et si vous n'avez pas toutes les jeunes disent les métas, si vous n'avez pas toutes les métas, faut m'arrêter. Mais moi, en gros, je donne un exemple. Je faisais ça. Et donc, j'ai fait la même chose pour l'histoire de France. C'est-à-dire que j'ai pris des bouquins. Moi, je ne suis pas historien. Je ne prétends pas avoir une méthode objective pour pouvoir les lire. J'ai pris des livres et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça me raconte, cette histoire-là? Qu'est-ce que ça me raconte, l'histoire de Jeanne d'Arc? Qu'est-ce que ça me raconte, l'histoire des Cathares? Qu'est-ce que ça me raconte, l'histoire de la Révolution française? En comparant différents livres, en voyant, en entendant aussi la voix des protagonistes, et donc en les faisant parler, et ça m'intéressait beaucoup aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de citations dans les épisodes. C'est que j'ai extrait beaucoup de paroles, quoi, des extraits de textes de Marat ou de Robespierre, parce que ce qui m'intéresse, c'est à quel point elles peuvent résonner par rapport à aujourd'hui. Tout est fait un peu par rapport à mon ressenti actuel. Donc, en quoi ça me parle aujourd'hui? Il y a un poète que j'aime énormément, un poète des années 70 qui s'appelle Christian Gabriel Guez-Ricord. Il n'est pas extrêmement célèbre, mais si jamais il y a des gens dans la salle qui le connaissent, bravo, ils ont gagné. Sinon, je vous le recommande, Christian Gabriel Guez-Ricord, qui disait « Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que Rimbaud a voulu dire à son époque. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il veut me dire aujourd'hui. » Mais moi, je pense la même chose je sais pas, de Marat ou de Louise Michel. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'ils ont voulu dire à leur époque. Ça, c'est ce que ferait un historien, ou ce que ferait un historien de la littérature pour Rimbaud, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils veulent dire aujourd'hui. Quand Christian Gabriel Guez-Ricord dit ça sur Rimbaud, moi, je lui prends sa phrase et je peux l'appliquer ailleurs, parce que c'est des points de vue complètement différents. Alors, pour rester quand même malgré tout factuellement rigoureux, parce que, par contre, il ne s'agit pas non plus d'aller dans le pur délire, parce que sinon, à mon avis, on perd quelque chose. Pardon. Tout va bien? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a un chien? C'est un chien? Oui, il y avait un chien dans la conférence. Oh! Pauvre petit toutou. Il s'est un peu énervé. Il est sorti se calmer, il va revenir. Il a été énervé par quelle phrase? Je crois que c'était pas vous.
Ah, ok. Alors, comment dire, pour ça, j'ai eu la chance d'être contacté par des historiens qui m'ont proposé de, de relire mes textes pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur factuelle et aussi de me proposer des pistes. Bon, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'écrire seul. Donc ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas changer. Pour écrire, il faut être seul, il faut être dans une espèce d'état second, léger, quoi. C'est pas vraiment, c'est pas une transe, mais c'est pas loin, c'est un état modifié, l'écriture. Donc je peux pas faire ça avec quelqu'un, donc je ne pourrais pas organiser des réunions où on écrirait ensemble. Mais par contre, une fois que j'ai fait une première version, je l'envoie. Alors, au départ, il y a eu et puis il est resté, même s'il est plus à son époque. Au départ, c'était un médiéviste spécialisé de la fin du Moyen Âge, qui est Raphaël Carbone, qui est intervenu. Il a commencé à la fin de la première saison sur les Armagnacs et Bourguignons et Jeanne d'Arc. Mmh. Et après, il est resté. C'est vrai qu'il connaissait bien le 16e aussi, 17e, mais c'est pas grave parce qu'il y a une connaissance générale. Mais c'est ajouté quelqu'un qui était une 17e-iste, 18e-iste, qui était Marie-Aimée Romieux. Et là, depuis le dernier épisode, qui n'est pas encore en ligne parce qu'il est en cours de montage, qui sera le premier épisode de la 3e saison, j'ai un 19e-iste qui s'appelle Carl Zimmer. Et donc, en gros, c'est 2 ou 3 personnes qui reprennent la première version, qui des fois me corrige bien parce que je me suis excité sur un truc qui avait aucune importance et je suis passé à côté du truc vraiment important. Vous voyez, c'est comme si j'avais voyagé dans le passé, mais j'étais arrivé à la rue d'à côté où il se passait un truc, quoi. Donc je suis là en train de me dire, waouh, c'est incroyable, dans la boulangerie. Imbécile, c'est la boulangerie de l'arrondissement d'à côté qui a eu le moment clé. Donc ils sont là, oui. Voilà, en gros, donc ils me recadrent. Puis des fois, ils me disent aussi, tiens, tu devrais lire cet article, c'est intéressant. Et ça pourrait t'apporter des choses. Et puis, comme c'est des gens qui sont venus parce qu'ils aiment bien le programme, ils pigent un peu ce qui va me plaire ou pas, quoi. Donc, ils sont pas non plus dans l'idée qu'il faut le truc clean, classique. Ils ont compris que de toute façon, un épisode sur la Révolution française, ça peut commencer avec Robert Desnos, ou ça peut terminer avec un Huron-Wendat 2 siècles plus tôt. Et c'est comme ça. Il n'y a pas non plus de limite chronologique classique. Il ne s'agit pas d'en mettre, il s'agit de jouer avec le maximum de paramètres pour donner, quand même, on va dire, compenser mon côté toujours très partisan quand j'arrive dans un sujet par la multiplicité des images que cela produit. Parce que sinon, ça va être juste un mec qui dit « Putain les salauds ! Putain les salauds !» C'est pas très intéressant. Donc c'est bien de varier un peu les... Ok. Est-ce que j'ai répondu à... Oui, vous avez tout à fait répondu. Question. Okay. Tout à fait. Donc ma prochaine question, elle va porter sur le lien à l'imaginaire. On en avait un petit peu parlé quand on avait préparé ensemble. Ça a beau être un contenu historique, le fait que vous arrivez toujours finalement dans les épisodes à faire le lien avec ce qui vous a passionné avant. Vous en avez un petit peu parlé au tout début, mais voilà, il y a vraiment ce truc de faire le lien avec des sujets qu'on pourrait penser finalement complètement en dehors. Vous parlez de Jeanne d'Arc, et puis à la fin de l'épisode sur Jeanne d'Arc, vous faites le lien avec Buffy, par exemple, qui est un sujet de prédilection. Quelle est la place de l'imaginaire en fait dans ce projet-là, et comment en fait vous arrivez à articuler tout ça? C'est aussi physiquement le cas, j'ai l'impression, puisque vos formats ils sont pleins
de collages, ils sont pleins d'images. Donc vous arrivez à faire de ces lieux historiques quelque chose de finalement très, très hybride, quoi. Ça, alors c'est déjà, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de créer des rapports, et jusqu'où on peut étendre, on va dire l'angle, quoi. Jusqu'où on peut aller. Souvent on peut, enfin, l'autre amont nous a appris qu'on pouvait aller très loin, mais en vrai, il y a plein de gens qui vous suivent pas quand vous allez trop loin. Donc il y a toujours un endroit où on doit, on doit toujours tendre un peu plus, mais on peut jamais aller. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça résonne, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça soit un peu mis en place aussi. Alors pour ce qui est des illustrations des épisodes, au tout départ, c'est en gros presque exclusivement le fait de Matthias Enthoven et Ameyes Aitoufela, qui sont les deux co-réalisateurs de la série L'Empire n'a jamais pris fin. C'est à eux que revient le montage et donc l'illustration de ce que j'écris. D'accord. Mais à partir, je crois même du 2e épisode, j'ai proposé des choses. On faisait ça aussi sur Internet. En gros, l'idée, c'est que j'ai envie de les laisser les plus libres possible. Okay. En fait, on s'est rendu compte que c'était amusant, qu'il y a un peu aussi de mon imaginaire obsessionnel propre, parce que ça donne une couleur à la chose. Il ne s'agit pas de dire « je tiens à ce que ça soit illustré comme ça ». Mais eux se sont dit « c'est plus marrant si tu nous donnes, en fait, finalement, 5 secondes de Zappa ». Pareil, c'est pas des fans de Zappa, c'est pas la question, quoi. Mais pour eux, ça raconte le point de vue. Plus que si eux, ils vont chercher quelque chose qui leur semble fonctionner, mais qui fonctionne, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Donc, ils illustrent la globalité, c'est eux. Mais il y a des petites choses que j'amène qui sont vraiment mon univers, on peut dire. Donc, des éléments de Twin Peaks. Et des fois, c'est eux qui les mettent. Buffy, des fois, c'est eux qui les mettent aussi. Ça, c'est des choses qu'ils connaissent aussi bien, les séries. Donc, Buffy ou Twin Peaks, et même Lost, qui pourrait. C'est moi qui ai amené les trucs de Lost spécifiques parce que j'avais vraiment des idées spécifiques. À la fin de la saison 2 avec la Révolution, je voulais We Have to Go Back, le We Have to Go Back de Lost, quoi. Mais sinon, c'est des trucs qu'ils pouvaient faire aussi. Et puis après, à côté, faire rentrer aussi des musiciens de musique soul, les Beatles, pour que ça, ça contraste avec ce qu'on attend d'un programme sur l'histoire. Alors, autant tous les éléments qui sont des éléments de type mème ou de type, de type gif animé, sont principalement le fait de Mathias et d'Ameyes, et ils n'ont pas besoin de moi pour en trouver des très drôles et des très pertinents. Mais l'idée, finalement, c'est d'avoir essayé de créer du mème ou du JPEG animé avec des extraits de films de Rivette ou avec des petits bouts de concerts de Zappa. Ce qui est quelque chose qui, normalement, ne devrait pas avoir lieu. Mais forcer le truc et qu'il y ait, en gros, le Stinkfoot de Zappa qui devienne un mème dans L'Empire n'a jamais pris fin, pour moi, c'est une sorte de victoire cosmique. Vous avez commencé. Voilà. Ok. Et oui, après sur la question de l'imaginaire, j'y reviens parce que c'est vrai que c'est assez important pour moi. C'est vrai que la base, c'est quand même cette phrase de Kadik qui prend tout son sens. Vous l'avez dit, c'est très pertinent, ça va très bien là. Vous, dans cet empire un peu désenchanté, à votre avis, quelle est la place de l'imaginaire, on va dire, pour sauver un peu tout ça? Pour moi, j'ai toujours pris, à tort peut-être d'ailleurs, les fictions comme des programmes. Je regarde des fictions pour me programmer. Comment dire ?
D'abord, elle m'intéresse dans la mesure où elle me parle de mon temps ou de ce qu'il est en train de devenir. Et elle m'intéresse aussi si elle me donne des clés pour l'aborder de façon à ce qu'il ne me détruise pas. Donc c'est un usage très pratique, très concret que je fais des fictions. Mais je suis peut-être pas un bon lecteur ou un bon spectateur. J'ai tendance à tourner toujours autour des mêmes, du reste. C'est-à-dire que je préfère relire un même livre 20 fois que de lire 20 livres différents, et je préfère revoir un même film 20 fois que de voir 20 films différents. Si j'en change, c'est parce qu'à un moment, je me dis que sinon, je vais rouiller, je vais tourner en boucle. Mais sinon, quand un film me saisit, j'ai besoin de le revoir beaucoup. Parce que j'ai l'impression toujours que c'est en m'en imprégnant que je vais finir par le rencontrer. Je ne sais pas comment vous comprenez. Donc, à l'époque où je faisais, et j'en referai sans doute, surtout des exégèses de films ou de séries, à l'époque, c'était genre il y a 2 ans, il y a 1 an, j'en faisais encore. Là, j'en ai pas fait beaucoup parce que l'Empire prend toute la place, mais j'en ferai. Je pouvais avoir un truc où, au bout d'un moment, j'avais la même chose qui tournait sur ma télévision, puis je tournais dans la pièce, je faisais d'autres choses, je faisais des allers-retours, je regardais de loin, je regardais de près, un peu comme un peintre avec son œuvre ou un sculpteur. Sauf que moi, c'est un truc dont je vais faire l'exégèse. Mais typiquement, quand je faisais des exégèses de films dans l'objectif d'en faire un livre, c'était l'époque où je faisais Cinéma Hermetica, qui était un livre, qui était une collection d'exégèses de films que j'avais fait un peu d'affilée, quoi, comme ça. Je prenais l'habitude même d'essayer de revoir le même film avec des personnes différentes, pas seulement par rapport à la conversation qu'on allait avoir après, mais aussi selon la personne qui était à côté de moi, je ne voyais pas le même film. Je ne voyais pas le même film parce que je le voyais avec l'idée, je me faisais l'idée de ce qu'elle voyait. Parce que j'ai tendance à toujours, comment dire, à me déplacer dans la tête de quelqu'un d'autre, comment dire. Donc, sans doute que là, j'étais... mais non, je vois le même film avec ma mère, avec ma petite amie, avec un vieux copain, avec une personne que je connais à peine, avec un groupe de gens, dans un cinéma, ou sur un ordinateur tout seul dans un hôtel, je vois pas le même film. C'est impossible. Je vois pas le même film. Et donc, multiplier les visions me donnait l'impression de rentrer toujours un peu plus à l'intérieur. Et c'est ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de pouvoir vraiment, comment dire, choper des choses comme des arrière-plans, des détails, comme si il y avait quelque chose qui était tout le temps en train de m'échapper et que je voulais attraper, quoi, un peu obsessionnellement. Et après, pourquoi je m'attardais sur un film? J'avais l'impression que le film me parlait directement. Alors, c'est pas évidemment, c'est pas aussi violent que ça pourrait arriver si j'étais un personnage d'un roman de Philippe Cadic. J'ai pas l'impression que le film me dit comment dire, comme un personne atteinte de schizophrénie, Paco, tu es en danger, j'ai quelque chose à t'informer, etc. Pas exactement ça, mais c'est pas si loin. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a quelque chose de grave à dire à quelqu'un et qu'il se trouve que bon, bah là, je suis la personne qui est devant, donc je vais prendre et on verra ce que ça donne. Et je vais essayer d'entendre ce qu'il a à me dire. Et comme donc, moi, j'ai ce rapport-là à la fiction. Et j'ai l'impression que quand on a une fiction qui nous touche, c'est qu'elle nous parle de quelque chose qui est en train de nous arriver, qui va nous arriver, qui est sur le point de nous arriver. C'est en lien avec notre actualité.
c'est pas obligatoire, mais c'est comme ça que ça m'intéresse, parce que je ne m'intéresse pas du tout à une dimension, culturelle, à proprement parler. Je m'en fous de la place que ça a dans la culture. Ok. Je m'en fous vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la place que ça va avoir dans ma vie. Ok. Voilà. Ok. Très bien. On va revenir un peu sur ce fameux empire dont vous parlez dans chaque épisode. Le premier épisode s'intitule De César à Macron, l'empire n'a jamais pris fin. Donc, déjà, est-ce que vous savez, j'imagine que vous allez y venir progressivement, mais donc jusqu'à notre époque. C'est le but, j'imagine, de cette série. Tout à fait. C'est ça. Et est-ce que vous voyez vraiment une continuité entre l'empire de César et l'empire de Macron aujourd'hui? Alors, oui, je vais un peu finasser, pas juste pour faire chier, mais pour rendre à quelqu'un d'autre que César ce qu'il y a quelqu'un d'autre que César. En fait, le titre De César à Macron n'est pas de moi. C'est le titre de la vidéo, et donc elle est de Mathias Enthoven, qui est le directeur des programmes sur Blast et qui fait toute la titraille des vidéos. Le titre du premier épisode, tel qu'il est écrit par moi, c'est-à-dire à l'intérieur de la vidéo, c'est Jules César, l'homme qui nous inventa. C'était ça le titre du premier épisode. C'est le titre du premier chapitre dans le bouquin aussi. Et pour chaque vidéo que j'ai faite, ou presque, c'est pas le même titre qu'à la vidéo, qu'à l'épisode. Et je suis pas il me demande mon avis, hein. On se met d'accord, évidemment. Il fait pas ça dans mon dos et je découvre ça le dimanche. Je fais quoi? Ça s'appelle comme ça? Non, c'est fait ensemble. Mais c'est Mathias qui est le type qui trouve les titres pour les vidéos. De même, les vignettes sont faites par deux personnes, Morgane Sabouret et Margot Simon. Et évidemment, on me demande mon avis. On peut aussi me demander qu'est-ce que tu verrais pour la vignette. Mais il y a plein d'idées qui ne sont pas du tout de moi. Il y a plein d'idées de visuels que j'adore qui ne sont pas du tout de moi, qui viennent de ces deux personnes. Donc, pour le premier épisode, en fait, c'était vraiment Jules César, l'homme qui nous inventa. Mais bien sûr, la série va aller de César à Macron, c'est le deal. C'est le deal, c'est de faire une histoire de France qui vienne taper à la porte du présent, qui ne s'arrête pas, mettons, à la Révolution française, ou à Napoléon, ou même à De Gaulle, ou à Mitterrand, ou à je ne sais pas quoi, et qui aille jusqu'à Macron. Donc c'est le gag. Est-ce que c'est la même chose? Disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est resté. Donc, évidemment qu'il y a plein de choses qui ont changé. Évidemment qu'il n'y a pas de... Comment dire? On n'a pas les combats de gladiateurs, mais on a Hanouna. C'est pas la même chose. Est-ce que les institutions ont changé? Partiellement. En fait, quand j'ai commencé à écrire l'épisode sur César, et surtout après quand on l'a filmé avec Améliès et avec Mathias, après, on le voyait partout. Et il s'est trouvé que 2 ou 3 semaines après la diffusion de l'épisode, il y a eu une espèce de truc qui a commencé à traverser Internet, qui est les jeunes hommes disent qu'ils pensent tous les jours à l'Empire romain. Et ce truc-là, on ne l'avait pas vu venir, hein, cette espèce de machin. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, peut-être pas, ils pensent à autre chose. Mais le moment où il y avait ce truc, on disait, les jeunes disent, confient, penser une fois par jour à l'Empire romain. On s'est dit, oh là là, dis donc, la maladie va plus loin qu'on pensait. Voilà, c'était ça. Mais c'était surtout, en fait, et ça, on en a, c'est vrai qu'on en a des caisses pour plein d'épisodes de ce genre de choses. C'était les phrases même des hommes politiques à travers le temps, qui vont à chaque fois, en tout cas, se fantasmer dans certaines figures en particulier. Et quand Macron parle des Français comme des Gaulois réfractaires, c'est bien évident que lui, il se voit comme César à ce moment-là. Parce qu'il se voit comme le mec qui est obligé de leur obliger à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire.
Ils disent Samoro, là là là. Et, mais avant, on en a eu des paquets. Dans le premier épisode, je citais un affreux bouffon qui s'appelle Napoléon III, qui était donc le neveu de Napoléon I, et qui avait dit aux Algériens, écoutez, votre situation est formidable, vous êtes comme les Gaulois, après l'invasion romaine, vous êtes appelés à vous développer dans une civilisation plus grande que celle qui était auparavant. Et donc à ce moment-là, Napoléon III, il se pensait bien comme le Jules César, c'était pas lui qui avait fait l'invasion, il arrive après, alors peut-être comme l'Auguste, de je sais pas quoi, des Algériens. Et c'était cette bouffonnerie un peu sinistre, mais on gratte un peu, on en trouve tout le temps, mais on en trouve sans fin. On a des images IA qu'ils ont mis eux-mêmes sur leur Twitter, je crois, de Trump ou de Musk dans des costumes romains de cons. Mais s'ils les ont pas mis eux-mêmes sur leur Twitter, ils les ont retweetés parce qu'ils trouvent ça cool que quelqu'un ait dit regarde, tu pourrais ressembler à un Romain. Cette espèce de fantasme romain. Il y a eu même le film de Coppola. Bon, il le prévoyait depuis fort longtemps là, mais aussi où son héros c'est César. C'est sans fin cette espèce de système obsessionnel. Ça revient encore et encore. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Ça veut dire que le fantasme n'a pas disparu. Et c'est ce que disait Simone Veil, c'est tout ce qu'on a en fait. Ce que disait Simone Veil, c'était dans son texte, qui est un texte qui moi je reviens tout le temps à ce texte, qui sont les réflexions sur les origines de l'hitlérisme, qui est un texte assez long, qui parle d'Hitler, mais pas tant que ça. En fait, elle parle beaucoup de Jules César, puisqu'en fait, dans cette réflexion sur l'origine de l'hitlérisme, c'est des réflexions sur l'origine de la notion de grandeur qui a permis quelque chose comme Hitler. Et elle l'analyse sous le prisme de la vision de la grandeur romaine. Et elle dit, en gros, cette notion de la grandeur romaine, c'est pas quelque chose qui nous est étranger. Nous aussi, nous avons vécu toute notre histoire de France, ou presque, avec cette tentation de vouloir revenir à l'Empire romain, la grandeur romaine, etc. Et à plusieurs reprises, on a été aussi dangereux pour les autres peuples que peut l'être Hitler. Elle écrit ça en direct. Évidemment, elle écrit ça en direct. Elle n'a pas les camps de concentration. Elle doit avoir les camps de concentration. Elle n'a pas les chambres à gaz en tête. Elle ne peut pas les connaître. Ça doit être. Je ne sais même pas s'ils ont commencé. Elle écrit son texte au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle a une vision déjà de la montée au pouvoir d'Hitler et de la dangerosité d'Hitler qui est suffisamment lucide. Et elle y voit quelque chose. Ce qu'elle dit, ce qui est très intéressant, c'est en gros, elle pense que Hitler, il va pas gagner. Enfin, elle écrit son texte du point de vue de l'idée qu'il va être vaincu. Mais elle dit, par contre, il n'est pas dit, que ça ne se reproduise pas et que ça se reproduise pas en pire plus tard. En tout cas, tant que notre vision de l'histoire n'aura pas changé. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à apprendre aux enfants que Jules César est un grand homme, que l'Empire romain a amené beaucoup de choses, que Napoléon est une figure formidable, etc., etc. Et ça n'a pas disparu. Toutes ces conneries n'ont pas disparu. Les bouquins sur Napoléon continuent à s'empiler chaque année. Je ne suis pas sûr qu'une personne qui me ferait à temps plein la lecture des livres qui sortent sur Napoléon suffirait. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour des choses qui sont vraiment, plus que discutables en termes d'intérêt historique même. Donc, tout ça, c'est lié à un fantasme de grandeur, ou en tout cas une notion de la grandeur qui dépend de l'idée de la grandeur du destin individuel, de la conquête, notion de la conquête et de l'assujettissement des autres. Et l'idée que la grandeur se mesure à l'empire qu'on tient sur autrui.
C'est pas tout ça, il faut entendre empire. L'empire, c'est un empire qu'on exerce sur autrui. Ça, c'est pas un empire sur soi-même. L'empire sur soi-même, bon, c'est très bien. Mais c'est un empire sur autrui. Toutes ces notions-là, non seulement sont des notions qui n'ont pas du tout disparu, mais qui, comment dire, dont on continue à véhiculer une image fantasmée dans le passé. Et c'était ces choses-là qu'il fallait vraiment attaquer à la racine et à mettre en pièces. Mais vraiment, et c'est pour ça qu'il y a par moments une dimension, comment dire, de colère, qui m'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose que je recommande à qui que ce soit. Non, mais cette colère, elle est évidemment écrite, donc elle est quand même, comment dire, elle est un peu jouée, mais elle est sincère, mais c'est pour dire le trop-plein. C'est quelque chose aussi, c'est une histoire du trop-plein et qui se répète. Donc, oui, j'ai fait une réponse tellement longue, je suis désolée. Non, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, on sent un peu dans votre réponse que finalement, ce format, ce projet, c'est aussi une espèce d'acte quelque part de résistance culturelle. Et c'est vrai que non seulement ça continue, tout ce que vous venez d'écrire, mais en plus des remises en cause du roman national comme vous le faites, j'ai l'impression que il y en a peu en fait. On a peu l'habitude d'en croiser. Et c'est pour ça que cette émission elle est très intéressante. Le mot est faible en fait. C'est qu'on a vraiment peu de remise en cause de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a dans ces livres d'histoire, dans ces intérêts, tout ce qu'on continue, tout ce dont on continue de nous abreuver finalement. Ouais, je vous remercie. En tout cas, c'est parce que c'est ce que je fais, c'est que je fais en général, ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'ai envie de lire ou de voir. Donc, j'avais l'impression aussi que ça manquait, en tout cas de cette forme. Oui. Je pense qu'il y en a d'autres, mais sans doute qu'ils auront un peu plus d'esprit de sérieux, sans doute, dans leur manière de procéder. Et puis sans doute une moins grande part accordée ou aux spiritualités hérétiques ou aux poètes. Et pour moi, je pense que c'est des choses très importantes dans la construction même de l'histoire. Donc c'est pour ça que pour moi, ça, comment dire, Rabelais a toute sa place dans une histoire de France, comme François Villon, dans les épisodes à venir, Nerval et Rimbaud, qui sont déjà très annoncés dans les précédents, vont avoir beaucoup plus de place parce que c'est leur époque. Et alors oui, bien sûr, enfin comment dire, ce projet, l'Empire n'a jamais pris fin, n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas cette pression d'une histoire politique actuelle. En effet, si depuis, je ne sais pas combien de temps maintenant, j'ai l'impression que c'est une éternité, mais à partir du moment où il y a eu tout ce truc avec Zemmour, Bolloré et tous ces machins-là qui ont commencé à vraiment polluer l'espace médiatique, quoi. À partir du truc de Ruquier-Zemmour, quoi. Ce moment-là, pour moi, c'est un moment, j'étais très surpris, c'était à peu près parallèle à l'arrivée de Sarkozy au pouvoir et tout ça. C'est un moment où, on va dire, quelqu'un qui, comme moi, était peu fait pour m'intéresser à la politique ou m'y plonger, préfère vraiment rester à regarder, à revoir pour la millionième fois Twin Peaks que de regarder un plateau télé avec des hommes politiques dessus, genre l'enfer sur Terre, quoi, le truc qui m'intéresse pas du tout. Il m'emmerde à la 3e phrase, quoi. Donc c'est un enfer. Tout ça, mais en fait, à partir du moment où ça s'est invité concrètement. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'aurais toujours dû voir, mais que j'avais pas vu. Vous dire, peut-être que pour des gens qui sont plus jeunes, vous savez, j'ai 50 ans, donc il faut prendre en compte que je suis le vieux monsieur, donc j'ai 50 ans, et en fait, j'ai vu arriver d'un coup un changement complet quand je marchais dans la rue à partir du moment où Sarkozy a fait sa campagne électorale. Avant,
le monde politique s'invitait assez peu. Vous savez, des gens comme Chirac ou Jospin restaient discrets sur les couvertures des magazines. Il y en avait un de temps en temps, mais que c'était pas énorme. Mais d'un coup, Sarkozy, je le voyais partout. Je voyais Sarkozy absolument partout, j'en pouvais plus. Je me disais, mais je peux pas sortir de chez moi sans voir sa gueule de con, j'en peux plus. Et donc, à ce moment-là, il a commencé à exister fortement. Il a commencé à exister fortement, évidemment, quand il est devenu président et qu'il a fait une espèce de politique, on va dire, en sympathie avec des affects d'extrême droite. On va dire ça comme ça. Et avec toutes les arnaques et tout ça, des trucs que déjà, sans avoir le détail que nous a permis Mediapart et les procès et compagnie, se sentait. C'est-à-dire que pour avoir vraiment vécu le temps de la présidence Sarkozy, les arnaques type ce qu'il a fait et qu'il est en procès aujourd'hui, le côté mafieux, quoi, ça se sentait tout le temps. On ne pouvait pas ne pas le sentir, ce truc-là de mafia. Donc c'était insupportable. Et donc c'est à partir de ce moment-là où progressivement c'est rentré. Je pensais, comme beaucoup de gens, que ce serait une séquence qui serait limitée dans le temps. C'est trouvé qu'elle était, en fait, c'était la porte vers une séquence potentiellement illimitée. Donc, en gros, avec le décalage France-Amérique, ils avaient eu George Bush, on a eu Sarkozy, etc. Après, ils ont eu Trump. Bref, voyez l'horreur du truc. Donc, on ne pouvait plus. Et donc, à ce moment-là, on doit trouver la façon de répondre et qui soit en adéquation avec ce qu'on sait faire. Moi, je ne vais pas faire de la chronique politique, comme je vous disais au début, à Blast. Je n'allais pas faire... puis ça, en vrai, ça allait m'emmerder. Peut-être que j'aurais trouvé une manière de le faire, mais je ne sais pas quoi, parler de l'actualité de Dupond-Moretti, ça allait être quand même très au-dessus de mes capacités, ou je ne sais pas quoi, à partir de la 5e chronique sur Bayrou, j'aurais épuisé mon quota de blagues sur Henri IV. Donc, ça allait être très compliqué. Donc, j'allais faire ça avec mes propres outils, quoi. Et en fait, c'était intéressant d'avoir ce sentiment-là et de le déplacer, parce que là, en ce moment, je suis en train d'écrire l'épisode sur la Commune. Ce sera le 2e de la 3e saison, mais il y a un décalage. Là, ils sont en train de monter le premier. Quand ils montent un épisode, je suis en train d'écrire le suivant. Ouais. Et en fait, quand ils ont terminé de monter un épisode, on tourne le suivant. Donc, on est tout le temps en train d'en faire un à la suite. Okay. Donc, là, je suis en train d'écrire l'épisode sur la Commune. Commune, 2e période après la Révolution française, où on va casser des statues ou des monuments. Et ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, ça va avec l'impression insupportable, de ne pas pouvoir échapper au visage de son ennemi, quoi. C'est-à-dire mon ennemi personnel, Sarkozy, évidemment, qui vive sa vie, qui nous fout la paix, qu'il vive sur une île tranquille, qu'il arrête de prendre rendez-vous avec le Premier ministre le lendemain de sa nomination. La première visite qu'il a à faire, c'est au pape de la politique, Nicolas Sarkozy. Bon, bref, excusez-moi. Mais vous avez compris. En gros, c'est pas personnel, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la Révolution française, ils ont détruit des statues de rois. Donc c'est vrai que je l'évoque d'ailleurs, ce truc-là, quand il y a un député qui s'appelle Maran et qui se met à pleurer quand on détruit une statue de Henri IV. Typiquement, et en fait, ils enlèvent ces statues-là, mais lors de la Commune, il va y avoir cet événement qu'on va attribuer au peintre Gustave Courbet, et qu'après, il va devoir rembourser toute sa vie après la Commune, qui est la destruction de la colonne de la place Vendôme. La destruction de la colonne de la place Vendôme, c'est vraiment intéressant, parce que donc la colonne de la place Vendôme, c'est un hommage aux guerres napoléoniennes. Donc, la déclaration de la Commune, c'est qu'en fait, c'est une insulte à l'amitié, à la fraternité entre peuples. Que faire des éloges des guerres passées contre des peuples, etc. On en a des autres et des plus énormes. On a les 2 portes de Louis XIV. Je parle de choses à Paris, près de la porte Saint-Denis et machin, qui sont inouïes. Vraiment, où les peuples sont représentés comme des lions en train de crever, des vieilles dames suppliantes ou des choses comme ça, tandis que lui, un super-héros, musclé, tout nu, c'est effrayant. C'est effrayant l'arrogance de ces trucs. Et donc la colonne de Place Vendôme, c'est pour ça. Alors,
ce qui est très intéressant, c'est que quand ça a lieu, on a, parce que les écrivains français sont déshonorés à cette époque-là, et l'un d'entre eux, qui a été assez oublié, mais bon, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, parce qu'il a écrit des romans qui ont été importants à l'époque, qui est Catulle Mendès. Catulle Mendès dit mais c'est dramatique, c'est notre passé qu'on détruit, et oui, ça a existé, vous ne supportez pas que des choses aient existé, etc. En fait, il se plaint de la cancel culture. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a déjà des écrivains qui disent oh, c'est la cancel culture, on veut détruire le passé de la France en détruisant la colonne de la place Vendôme. Et ce que dit Louise Michel, parce qu'il a reconstruit Unitaire d'Ambéry, elle dit évidemment qu'ils allaient la reconstruire cette colonne, ils en ont besoin pour hypnotiser le peuple et le rendre prêt à une prochaine guerre. Et l'usage de ces choses, c'est un usage psychologique. C'est-à-dire que c'est de l'hypnose. Et en fait, ces statues nous hypnotisent, nous regardent, nous hypnotisent. Tous ces monuments, ces noms de rues, tout ce qui compose notre géographie propre, notre vie, nos villes, les rues qu'on traverse, les rues où habitent les gens qu'on aime, les statues qu'on doit traverser pour aller voir les gens qu'on aime, sont remplies de figures de personnes qui n'ont pas voulu de bien à nos ancêtres, qui leur ont fait que du mal, et qui ne sont des modèles que pour ceux qui nous dominent. Donc, cette histoire-là, en fait, l'impression d'horreur que j'ai eue en voyant des photos un peu partout de Sarkozy, alors que j'étais habitué à ne pas en voir, et en fait, ce besoin qu'ont eu les révolutionnaires de détruire ces statues vient du même point, l'impression que, en gros, ils ne choisissent pas leur présence. Ils ne la choisissent pas. Il s'agit pas. C'est là où il faut s'entendre. Cancel culture, etc. Toutes ces espèces de trucs de cons. Moi, ce que je dirais, c'est cette colonne de la place Vendôme. Je propose qu'on la donne au fils Sarkozy qui aime tellement Napoléon et il la ramène chez lui. Il la range chez lui. C'est un peu grande pour son appart. C'est pas grave, il la met en plusieurs morceaux. Et à des gens qui les aiment, ils les mettent dans un musée. Le musée des gens qui aiment la colonne Vendôme de Napoléon. Ils n'ont pas besoin de nous la foutre dans la gueule quand on se balade. Tous ces trucs-là, c'est des outils pour nous tenir en esclavage spirituel. Ces outils d'esclavage psychique. Tout ce qu'a dit Simone Veil, moi non seulement je le souligne, je prends un stabilo fluo et je mets du fluo dessus. Évidemment que ça va recréer des nouveaux Hitler, bande de connards. Mais évidemment, c'est impossible autrement. Ce monde dans lequel vous nous faites pousser là, je sais pas quoi, vous faites grandir. Ces modèles que vous nous renvoyez sont des modèles qui ne peuvent amener qu'à de nouvelles destructions. Et si vous ne le savez pas, c'est encore pire. Bah oui, très bien. Vous avez raison. On va proposer à Louis Sarkozy pour la colonne Vendôme, du coup. Je voulais revenir sur cette troisième saison. A priori, ça sera la dernière. Ça sera la saison de la conclusion. Oui, c'est la dernière. Ok. Elle va aller de Napoléon à Macron. Ok. Mais avec des gens plus sympas au milieu, hein, vous inquiétez pas. Il y a eu des gens plus sympas. On attend de voir ça. Et des moins. Oui. Et il y a aussi des livres. Il y a un livre qui est sorti. Il y en a un deuxième, si je ne m'abuse, qui va apparaître. Le deuxième sort le mois prochain. Voilà, c'est ça. Et donc, vous m'avez dit qu'il y avait des différences, que vous nous expliqueriez les différences entre les livres et les formats vidéo. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a du son en même temps, c'est normal. Oui, on est désolé. Il y a un speaker derrière qui fait beaucoup de bruit. D'accord. Ça va, ça vous dérange pas trop? Vous arrivez à suivre? Moi, je l'entends à peine, hein, j'entends juste un brouhaha. Mais vous, ça va? C'est fini, ça va s'arrêter si jamais Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque je prépare un épisode,
il est toujours beaucoup plus long que ce qu'on va tourner, beaucoup plus long. C'était moins le cas au début, mais à mesure que ça avance, j'arrive pas à me contenir et donc j'ai toujours trop de choses. Et déjà les épisodes grossissent, mais il y a une limite parce que Blast doit non seulement payer tous les collaborateurs, mais il paye aussi le monteur au jour. Et donc, s'il doit monter 1h30 de vidéo, c'est pas pareil que s'il doit monter 2h15 de vidéo. Et Blast ne peut pas se permettre, pour mes beaux yeux, de payer 1 semaine ou 10 jours de plus de montage. Ce qui se comprend très bien. Donc en fait, je donne une version raccourcie du texte pour la vidéo. J'enlève des choses. Ce qui fait que le livre contient toutes ces choses que j'ai enlevées. Oui. Et dans le deuxième volume, je pense que il y a au moins plus de 100 pages de plus, parce que dans le premier, c'était en quelques paragraphes. Dans la deuxième saison, c'est vraiment, je sabre des blocs entiers, c'est impossible autrement. Et surtout, dans les deux, dans le premier, il y avait un texte supplémentaire, mais qui était une préface pas courte, mais une préface quand même, c'est juste, mais qui mettait en place, en fait, qui rentrait dans le détail des éléments de construction de départ. C'est-à-dire, la préface du premier tome de l'Empire n'a jamais pris fin rentre dans l'histoire du rêve de Dick, la recherche précisément de l'époque où il a eu ce rêve, comment il l'a interprété, etc., à quoi il faut l'accorder, les textes de Simone Veil et tout ça. Enfin, en gros, c'est comme une longue récapitulation des éléments d'analyse de départ. Dans le deuxième tome, ça sera un texte complètement inédit, comme c'était un épisode de plus de l'Empire n'a jamais pris fin. D'accord. Et contre toute attente, parce que le deuxième tome va de Rabelais à la Révolution, c'est un personnage de la Révolution, mais que je n'ai pas traité dans la Révolution, mais ça aurait pris beaucoup de place. Et puis, c'est pas facile à illustrer. C'est Sade. Ah oui. Donc, c'est un texte sur Sade, mais j'espère un texte original sur Sade. Okay. Qui s'appelle Quid de Sade et qui parle de Sade et surtout de Sade pendant la Révolution. Puisque, en fait, il traverse évidemment l'Ancien Régime, la Révolution et le Premier Empire. Mais l'origine pourquoi j'ai finalement fait ce texte nouveau, c'est que le lendemain du tournage du dernier épisode de la deuxième saison, j'ai reçu un coup de fil de Natacha, qui est la fille qui fait qui s'occupe des DVD à Potemkin. Potemkin, c'est des éditeurs de DVD pour qui je fais de temps en temps des bonus. En particulier pour Lynch ou pour Rivette ou et pour certains autres films. Quand ils voient que c'est un peu mon domaine, etc., ils me proposent. Et là, elle me dit, en ce moment, tu travailles pas mal sur la Révolution, pas vrai? Je dis oui. Il fait, écoute, on sort le film Marassad de Peter Brook. Est-ce que tu veux faire le bonus? Et alors, j'ai dit, j'avais pas vu le film, mais je m'étais vraiment pris d'amour beaucoup pour Marin. Donc, je voulais voir le film tout de suite. Et elle m'a envoyé le film. Le film de Peter Brook est formidable. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Peter Weir, mais vraiment magnifique adaptation avec des chansons pop complètement dingues. Enfin, c'est un film 70s génial. Et il m'a plu, mais je lui ai dit par contre, il y a un problème, c'est que je ne suis pas à jour sur Sade. Je veux bien vous faire votre bonus, mais dans un mois et demi. Fait quoi, aussi longtemps? Elle dit, bon, ok, d'accord, ok. Et en fait, du coup, j'ai profité de ce mois et demi pour faire non seulement le bonus du DVD, mais un texte en plus, type l'Empire n'a jamais pris fin. Je me suis dit, ça va être l'occasion de faire un truc que j'aurais pas fait. Et je vous dis, c'est un illustrable YouTube censuré dès la deuxième seconde, un épisode sur Sade de l'Empire n'a jamais pris fin. Ou alors, il n'aurait aucun sens, quoi. Mais, mais très, avec les, les notions fraîches que je venais avoir de la Révolution, la connaissance un peu du vocabulaire, du langage de l'époque et tout, pour voir ce qu'il en était vraiment. Parce que je me suis rendu compte, évidemment, mais ça, c'est normal, que la plupart des types qui avaient écrit sur Sade
il se paumait dans la Révolution, il se paumait complètement dans les périodes, et ça lui-même se paume. Et ça, c'était vraiment ma marade, mais ça, c'est un truc qu'aucun ne pouvait s'en rendre compte. Mais je m'en doutais, parce que ça, des trop vieux. Il sort, il a quasiment 50 ans, c'est que des mecs de 20 ans, la Révolution. Donc en fait, il n'y comprend rien. Et ça, je m'en doutais quand j'avais apporté le truc. Je me suis dit, on risque d'avoir ce truc marrant de voir qu'ils utilisent des trucs sans trop savoir quel est leur usage. J'ai tendance à utiliser mon expérience propre pour juger les choses. Donc je me dis, un mec qui a 50 ans, qui sort de prison, il a passé plus de 10 ans en prison. Il arrive, c'est que des mecs de 20 ans qui font la loi, mais il ne peut rien comprendre, c'est normal. Donc il est là et il va défendre des idées révolutionnaires, mais en n'étant pas trop sûr de quand il faut les utiliser, pour quelle occasion. Et ça, en fait, qui est un des trucs les plus drôles qui m'est apparu, c'est quelque chose qui n'était pas du tout apparu aux gens qui avaient bossé sur SAB, pour la bonne raison qu'il le prenait indépendamment de son temps, quoi. Et ce qui est normal. Ils n'étaient pas supposés avoir passé plusieurs mois dans le monde de la Révolution et de voir que, je sais pas quoi, c'était devenu une espèce de mode absolue et définitive d'utiliser Brutus comme exemple positif, alors que normalement on utilisait César. Donc c'était à chaque fois la grandeur de Brutus veut que, etc. Ce qui est très drôle, c'est que ça, il l'utilise, mais pendant l'Empire. Donc sous Napoléon, ça marche plus du tout. Typiquement, il a mis 5 ou 6 ans à se rendre compte qu'il fallait utiliser Brutus. Quand il l'utilise, c'est déjà de retour à César. Et des trucs comme ça. Bon, écoutez, vous le lirez si ça vous amuse. Vous avez une idée, quoi. Voilà, donc les livres contiennent d'autres choses, dans la même idée, dans le même esprit. Ok. Et ben oui, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Paco. On va passer aux questions. Il nous reste une vingtaine de minutes. Bien sûr. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant de passer aux questions ou... Non, si ça vous va, moi ce qui m'importe, c'est que j'ai pu répondre aux questions que vous vouliez que je réponde. Oui, c'était le cas. Ok. Donc on va passer aux questions du public. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui. Ouais, je viens du coup. Non, moi je... Ouais. En fait, étant donné que la communauté se nourrit de fiction pour avoir des clés sur la réalité, Ouais. en fait, il y a la commune, puis il y a des mouvements populaires. Viens, on va vous passer. J'entends bien. Oui. Bonjour. Ouais, j'avais une question. En fait, je sais que vous nous disiez que vous vous nourrissiez de fiction pour avoir des clés de compréhension de la réalité. Et vous travaillez sur la commune, et nous, on est contemporains de mouvements comme Nuit debout, les Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a des touches de fiction qui auraient pu éclairer ces mouvements-là pour qu'ils germent différemment et fleurissent différemment, quoi? Ah, c'est des bonnes questions. Super question. Je sais pas, parce qu'en fait, là où c'est plus difficile, c'est que typiquement, et moi aussi je suis contemporain de Nuit debout et Gilets jaunes, et je me suis forcément posé des questions. Et c'est déjà le problème lors de la commune, c'est l'inconnu en fait. C'est vraiment l'inconnu. Donc, il y a des utopies, il y a des choses comme ça, mais elles ne touchent pas véritablement ce que c'est que l'inconnu du moment politique. Donc, c'est pour ça le moment de la commune, et quand bien même c'est beaucoup moins spectaculaire, Nuit debout et les Gilets jaunes, à chaque fois c'était de l'inconnu. Donc c'est difficile à ce moment-là de trouver des fictions, et des fictions qui renvoient à des fictions collectives. Parce que les fictions collectives qui prennent en compte le groupe dans son ensemble, de rien à voir. Mais moi, celle que je connais, mais c'est plutôt un groupe caché. Il y en a une, oui. Mais en fait, ce serait dans l'idée, c'est une idée qu'avait du reste l'écrivain André Ardelais, et c'est une idée, André Ardelais, écrivain et poète, années 60-70, il avait l'idée qu'il y avait des endroits dans Paris où la commune avait continué,
mais cachés derrière les portes, quoi. C'est-à-dire que c'était des immeubles qui cachaient des morceaux d'espace-temps habités par la commune qui seraient cachés. Cette idée-là, il y a eu une magnifique série américaine des années 80, curieusement. Vraiment, la gauche américaine des années 80, c'est quelque chose de stupéfiant. On pourrait dire c'est la série La Belle et la Bête. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vue ici. La Belle et la Bête, c'est vraiment une série politique fabuleuse, avec un monde, un monde qui vit underground, un monde qui vit dans les souterrains de New York, mais qui est une vraie communauté, mais vraiment comme un vrai monde, avec tout organisé. C'est une des rares séries que j'ai vues qui donne de l'épaisseur et de la réalité vraiment à la question du groupe, de la communauté, pas seulement le groupe d'amis ou le groupe de super-héros, quoi, le groupe de héros, mais vraiment parce que sinon, j'ai du mal à dire. On verra. Sur la commune, j'ai pas trouvé, à vrai dire. Sur la commune, j'ai pas trouvé. Je sais pas quand j'arriverai aux Gilets jaunes si j'en trouverai plus. Je suis désolé dire au jeune homme qui est venu poser la question. Merci c'est une super question et ma réponse est un peu décevante. Mais ça vaut le coup de regarder La Belle et la Bête si vous l'avez pas vu. C'est pas une adaptation du conte de fées ni de Cocteau. C'est autre chose qui s'appelle La Belle et la Bête. Ok. Il vous remercie pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, vraiment? Ah, si. Pour venir parce que j'entends pas. Oui, arrive. En fait, Bonjour. Bonjour. Comment l'Empire pourrait-il prendre fin? Vous imaginez bien que si j'ai la réponse, je vous l'aurais donnée déjà depuis longtemps. En dévoilant comment il fonctionne, parce que c'est pas ce qui se passe en ce moment. Il y a certainement une méthode d'interruption, mais il y a rien dans ce monde n'est pas voué à un moment ou à un autre au temps. C'est la nécessité qui fait ça. Donc tout est voué au temps. La vie du pire être humain aura une fin qui est la mort. Tout naît, tout meurt, c'est la nécessité. Donc les constructions humaines aussi, et même les pires d'entre elles aussi. Mais comment? Quand? Merci. Merci. De rien, merci à vous. D'autres questions? Oui. Oui. Venez. Bonjour Paco. Bonjour. Oui, une interrogation. Tu parlais tout à l'heure de tout l'espace symbolique qui est rempli et qui montre par des symboles de l'Empire sa grandeur et qui inspire. Mais dans la production culturelle, la posture de l'iconoclaste, elle est quand même souvent mise en avant. Oui. Et comment ça se fait que ça n'arrive pas à se confronter assez pour que ce qui soit tendanciellement majoritaire reste justement la symbolique de l'Empire? Parce que je pense que ça dit à quel point la démocratie est faible. Parce que malgré tout, quel que soit ce qu'on peut dire sur la qualité ou le manque de qualité de fiction et la façon dont les grandes sociétés de production mettent en avant certaines choses et donc forcent la main pour qu'on aime ceci ou cela. Quand même, il y a des trucs. D'abord, il y a toujours vraiment des choses étonnantes qui trouvent un écho populaire très grand, et d'autre part, si les gens n'en voulaient vraiment pas, ils ne le prendraient pas. Donc il y a quand même quelque chose qui leur parle, il y a quand même quelque chose qui leur plaît, et on voit peu, en effet, d'éloges de la force violente, de l'empire sur autrui, de la contrainte. On voit peu. Comment dire? Je vois pas la fiction où Retailleau serait un personnage positif, par exemple. Je la vois pas. Je pense que personne peut l'imaginer. Une fiction où Retailleau est le personnage sympa, ou Darmanin.
je ne vois pas quelle fiction pourrait mettre en avant Darmanin. Donc ça veut dire que, fondamentalement, ils ne sont pas légitimes. Parce que on a peut-être des fictions parfois pas géniales, mais elles sont toujours, en effet, elles mettent en avant autre chose. Et comment dire, ça semble évident, et ça toujours, et en fait, on remonte et on trouvera peu de contre-exemples. C'est-à-dire, c'est là où la fiction est intéressante par rapport à l'histoire, c'est que je suppose, j'en suis pas certain, mais je suppose, que même des personnes vraiment épouvantables s'identifient à des gens bien dans les fictions. Et comment dire, il y a cette phrase, je sais même plus ce qu'elle est. Est-ce que c'est un truc de Bob Dylan, même le président se retrouve tout nu une fois par jour, ou un truc comme ça, je sais pas si c'est de Dylan. Enfin, c'est un truc des années 60. Moi, je dirais même le président pleure devant la mort d'un enfant dans une fiction, quoi. Même le président aimerait que ce soit le gentil qui gagne. C'est des choses comme ça. Ou alors on leur a fait des fictions pour eux, quoi. Je sais pas, un truc qui n'a rien à voir. Mais ça me semble impossible autrement. Ce qui veut dire qu'il y a un côté double dans l'humain, et qu'au fond, il a toujours su ce qui était bien, ce qui était bien et ce qui était pas bien, quoi. Il l'a toujours su. Qu'il y a un fond, il y a un appétit de justice, un désir de justice qui fait, comment dire, et aussi un désir de compréhension des mécanismes de l'autre, qui fait que aussi dans la fiction, bon, il y a des fictions grossières, mais il y a aussi beaucoup de fictions où on va essayer de comprendre l'autre. Donc même l'ennemi, on va voir son humanité. On se dirait que ce serait quand même mieux si au fond on faisait la paix que si on doit juste le tuer. Il y a tout ce truc-là aussi qui montre que dans l'être humain, il y a cette compréhension-là, et qu'en même temps, il est submergé par une toute autre fiction. Mais une fiction qui est sans récit, parce que comment dire, c'est dur de nous abreuver, de nourrir de récits de tyrans. C'est très difficile. Et d'y trouver notre compte. Peut-être que je dis des bêtises, je sais pas. Mais c'est vous qui me faites réfléchir. Alors j'y réfléchis avec vous, quoi. J'y ai pas, j'ai pas forcément la réponse. Le fait est qu'en tout cas, il y a un problème dans la façon dont on peut éprouver la vie dans l'espace. Tous les êtres humains, ça se voit tout de suite. Je sais pas comment dire. À part marquer mon soutien au mouvement des statues, je ne sais pas ce que je peux dire de plus par rapport à ça. Mais voilà. Merci beaucoup. De rien. Il y avait une autre question ? Oui, je me suis derrière. Oui. Je peux venir parce que j'entends pas de là. Oui, là. Pardon. Des jours, c'est marqué. C'est rien. Bonjour, vous me faites penser à un autre barbu d'extrême gauche qui fait un peu d'analyse comme ça, c'est Alan Moore. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à son travail, et si oui, qu'est-ce que vous en tirez? J'espère que la comparaison vous fera pas. Ah oui, alors Alan Moore, je le connais certainement beaucoup moins que beaucoup d'autres gens le connaissent, parce que j'ai une culture de bande dessinée, curieusement, plus française, Harakiri. Donc, science-fiction, mais Moebius, Druillet. Donc, j'ai témoin, c'est aussi peut-être un problème de culture, de génération. Donc, je ne suis pas arrivé dans mon jeune âge dans Alan Moore, et c'est quelque chose que j'ai connu plus tard par des gens qui aimaient déjà Alan Moore et qui m'en parlaient. Donc, j'ai lu les classiques d'Alan Moore, et surtout, je me suis intéressé à des personnes inspirées par Alan Moore, comme Damon Lindelof, quand il a fait son Watchmen, qui m'a passionné. Donc j'ai lu très sérieusement la bande dessinée d'Alan Moore, tout en regardant la série de Lindelof et en essayant de comprendre
ce qu'il en faisait. Je me suis intéressé à From Hell aussi, évidemment, beaucoup parce que je m'étais intéressé à Jack l'Éventreur. À l'époque où j'écrivais L'Enquête infinie, j'avais un chapitre sur Jack l'Éventreur. Et j'en ai lu une poignée comme ça, mais pas tellement plus. En fait, si on doit dire, sur la dimension magique, même celle-ci, je peux voir pourquoi il y a des rapprochements, mais je suis pas sur cette lignée non plus occultistico-magique. Je m'intéresse plus à, on va dire, spiritualité, les gnostiques, les soufis, que Eliphas Lévy ou la Golden Dawn, quoi. Vous voyez, c'est des univers. Je comprends, je peux avoir de la curiosité, disons j'ai de la sympathie et de la curiosité pour ces univers. C'est moins des univers qui me nourrissent que d'autres. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. C'est vraiment là, c'est des histoires de questions de goût. Mais quoi, c'est bien. Hein, donc continuez à lire Alan Moore, il n'y a pas de problème. Disons, c'est pas moi de. Je ne veux pas dire le contraire, quoi. Mais je suis pas le mieux placé pour en parler, comme vous avez compris. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une De rien. dernière question? Non. Oui, vas-y. Oui. Bonjour Paco. Bonjour. Votre point de vue, il est vraiment passionnant. Cette réunion justement entre l'art, la poésie et la politique, qui fait que vous avez un curseur qui se promène comme ça en permanence. Et on sent que vous êtes plus proche de la pensée anarchiste que vraiment marxiste pure. Voilà, ça se sent clairement. Est-ce que ce curseur-là, le temps passant avec ce format, l'Empire n'a jamais pris fin, il bouge? Est-ce que votre pensée, elle est transformée par votre... Oui, complètement. Oui, complètement. Et exemple très simple, c'est dire en fait, je me fiche d'avoir un système politique ordonné. Je cherche pas à avoir une théorie unifiée de la politique. J'estime que c'est le travail d'autres gens. Et donc, s'il y a un débat où, on va dire, vont s'affronter des marxistes et des bakouniens, je pourrais être d'accord avec les uns sur un point et d'accord avec les autres sur un autre. Et c'est pas grave parce que, de toute façon, à la fin, bon, ça changera quoi de savoir ce que j'en pense. Donc, en fait, typiquement, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que selon l'épisode et évidemment selon la séquence, je vais pas avoir les mêmes affects non plus, parce que l'époque dicte des affects. C'est-à-dire, quand je fais l'épisode sur Jeanne d'Arc, j'ai des affects patriotiques que je n'ai pas quand je fais l'épisode sur la Commune. La Commune, elle est internationaliste. Et justement, elle quitte le mythe patriotique qui est brandi par la réaction à ce moment-là. Et donc, selon l'époque, c'est pas les mêmes affects qui sont en jeu. Donc, c'est un peu bizarre. Quand je suis sur la Révolution, je vais être à fond avec Marat et tout ça, et évidemment Robespierre, Saint-Just, Couthon et tout. Et j'arrive sur la Commune, et là, justement, il y a non seulement l'international, mais il y a aussi des anarchistes qui sont présents. Et Louise Michel, surtout, devient anarchiste pendant qu'elle fait le voyage. Louise Michel était blanquiste et devient anarchiste pendant qu'elle fait le voyage sur le bateau qui l'emmène aux travaux forcés en Nouvelle-Calédonie. Et moi, je suis l'idée de Louise Michel, c'est-à-dire que je commence l'épisode en blanquiste et je le termine en anarchiste. Mais je trouve pas, ça veut sans doute dire que je suis très influençable, c'est certain. Et ça veut dire aussi que pour moi, ça me semble pas indispensable d'avoir une doctrine politique fixée, orthodoxe, précise. Parce que de toute façon, toutes ces choses-là, elles sont locales, elles sont localisées. Et en fait, il n'y a pas un truc qui marche pour tous les espaces et pour tous les temps. Il y a des moments où quelque chose a du sens et d'autres où il n'en a plus. Il y a un moment où, brandir le drapeau patriotique à la Révolution française, c'était une manière d'être contre le roi.
Il y a un moment où brandir le drapeau patriotique, c'est une manière d'être contre le peuple. C'est derrière un mot, une réalité différente. Dieu, c'est pareil. Le mot Dieu, Dieu. Rien que le mot Dieu. On peut parler de, je sais pas quoi, de ce qui réunit les hommes comme de ce qui les divise, de ce qui les fait se retrouver les uns égaux aux autres, comme ce qui les met en concurrence et en hiérarchie. Donc, pour moi, c'est un peu pareil. C'est selon le contexte, j'entends pas la même chose. Quand Rousseau parle de Dieu, je l'entends, et j'entends pas le même que quand c'est Bossuet qui parle de Dieu. Il parle sans doute pas du même Dieu. En tout cas, le contexte fait beaucoup. Donc oui, mes idées, elles bougent à mesure des épisodes. Et bon, il y a peu de chances que je termine le dernier épisode macronien, mais qui sait? Merci beaucoup, Pacôme. C'était passionnant. Merci d'avoir Ça sera mon dernier mot. Oui, c'est votre dernier mot. Non, vous voulez rajouter quelque chose? Hein? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est une blague. C'est une blague. Non, merci beaucoup. Merci de vos questions. Merci de ce moment passé ensemble. Merci pour cette 1h30. Et puis, en vous souhaitant un excellent rétablissement. Et merci. Nous avons hâte de découvrir la suite, les prochains épisodes et les prochains livres. Prochain épisode et prochain livre dans moins d'un mois, début octobre. Eh bien, nous y serons. Merci beaucoup, Paco.